Madame la conseillère d'État, Mesdames et Messieurs les députés du Grand Conseil, Madame la maire de la ville de Genève, Messieurs les anciens conseillers d'État, Monsieur le conseiller municipal de la ville de Genève, chers collègues, chers invités, chers amis, Mesdames et Messieurs. Après le prix Nobel de physique en 2019, et j'aimerais saluer ce soir la présence de Michel Mayor parmi nous, la médaille Fields, véritable prix Nobel des mathématiques en 2022, Mesdames et Messieurs, l'Université de Genève continue à surfer sur la vague du succès, la tête dans les étoiles, mais les pieds bien sur terre, je vous rassure. L'UNIGE est extrêmement fier de la récompense qui a été attribuée à Hugo Duménil-Copin. Je l'en félicite très chaleureusement et je tiens à le remercier sincèrement, car grâce à lui, notre université brille aujourd'hui au firmament des mathématiques au niveau mondial. Et je sais qu'il continuera à la faire briller encore longtemps à l'avenir. Cette médaille honore l'immense talent et l'esprit créatif, toujours en éveil d'Hugo, et vous avez pu le voir dans le film. Mais au-delà de ses compétences, et vous aurez l'occasion de le découvrir ce soir, je sais qu'il a des compétences, une personnalité particulièrement rayonnante, et c'est ça qui me réjouit énormément pour notre université. Hugo est un bâtisseur de ponts entre les personnes et entre les disciplines. Hugo est un médiateur né entre la science et la société et la cité, un communicateur talentueux et passionné qui sera le meilleur des ambassadeurs auprès de la jeunesse de notre pays et de notre canton. Un ambassadeur qui va motiver les jeunes à aborder des disciplines qui peuvent paraître parfois un peu ardues, mais qui ne le sont pas autant que cela quand on écoute Hugo. Comme vous le savez sans doute, Hugo étudie les transitions de phase dans les domaines du magnétisme, ou dit plus simplement les aimants. Désormais, il sera lui aussi un de ces aimants qui attirera à Genève d'autres talents venus du monde entier, tout comme lui est venu de France pour faire son doctorat avec une autre de nos médailles Fields, le professeur Stanislas Smenov, qui malheureusement ne peut pas être avec nous ce soir. Comme vous pouvez l'imaginer, lorsqu'il y a 4 ans déjà, Hugo était cité parmi les personnes susceptibles d'obtenir une médaille Fields en 2022, il était l'objet de multiples sollicitations. Il était un peu le Lionel Messi de l'Université de Genève, et je crois qu'il préférera la comparaison avec Kylian Mbappé. Nous avons eu l'occasion d'en discuter à Helsinki. Mais contrairement aux stars du football, Hugo n'a pas cédé aux multiples sirènes venues d'universités très prestigieuses, aux moyens immensément plus importants que les nôtres, mais il a fait le choix de ne rester fidèle. Pour plusieurs raisons sans doute. Tout d'abord parce que notre université, notre faculté des sciences, et j'aimerais ici saluer la présence du doyen de la faculté des sciences, M. Jérôme Lacour, parce que notre université et notre faculté avaient très rapidement su déceler l'immense talent de Hugo pour le nommer professeur, quasiment au lendemain de la soutenance de sa thèse. Ensuite, parce que grâce au soutien assez exceptionnel d'une fondation genevoise bien connue, nous avons pu proposer à nos mathématiciens qui sont aussi présents ce soir dans la salle, nous avons pu leur proposer de quitter un lieu qui était, à vrai dire, un peu insalubre, pour pouvoir leur offrir un bâtiment digne de leur rang. Mesdames et messieurs, cette médaille est hautement symbolique pour notre université. Elle l'est à plus d'un titre. Tout d'abord parce qu'elle illustre les excellentes relations que nous entretenons avec la France. Comme vous le savez, Hugo a fait toute sa formation en France avant de nous rejoindre et il est aujourd'hui encore professeur à l'Institut des hautes études scientifiques à Paris. Vous me permettrez évidemment de mentionner ces relations importantes. Alors, Monsieur le Consul général s'est excusé au dernier moment, mais je voulais le remercier très sincèrement et très personnellement pour l'engagement qu'il a pour renforcer les collaborations entre nos deux pays. Et puis, à Helsinki, lors de la conférence de presse qui suivait directement la remise de la médaille Fields, j'ai eu le plaisir de pouvoir participer à cette conférence aux côtés virtuellement de Mme Sylvie Retailleau, la nouvelle ministre de l'Éducation supérieure et de la Recherche. C'était aussi l'ancienne présidente de l'Université Paris-Saclay, une université qu'on connaît bien puisqu'elle est membre elle-même de la Ligue européenne des universités de recherche, une ligue à laquelle nous appartenons, que j'ai le plaisir aussi de présider. Et j'ai l'impression, Madame la conseillère d'État, Madame la maire, que nous aurions grand intérêt à pouvoir inviter Madame Sylvie Retailleau dans notre canton ou dans notre pays, parce que je pense que c'est une des excellentes ambassadrices pour véritablement faire en sorte que la Suisse puisse regagner enfin le programme Horizon Europe. Elle est aussi symbolique parce que, vous le savez, au-delà de notre université, c'est tout l'arc lémanique qui a été récompensé, ce qui donne encore plus de poids et de valeur aux excellentes collaborations que nous entretenons avec nos partenaires lausannois. Et je rappelle à ce sujet la
l'ouverture très récente du centre Dubochet en cryo-imagerie, en récompense aussi du prix Nobel qui avait été attribué à Jacques Dubochet. C'est une collaboration que nous avons établie avec l'Université de Lausanne, de l'EPFL et l'Université de Genève, dans laquelle d'ailleurs Jacques Dubochet avait fait une partie de son parcours. Et ce centre Dubochet nous a permis d'acquérir des équipements que seuls nous n'aurions pas pu obtenir et acquérir. Elle est finalement aussi symbolique parce que 3 des 4 médailles qui ont été attribuées à Helsinki cette année ont été attribuées à des pays européens qui ne font pas encore partie du programme Horizon Europe, puisque la 3e des médailles auxquelles je me réfère a été attribuée à un professeur de l'université d'Oxford. Cela démontre à l'évidence que pour continuer à briller, l'Europe de la science doit rester unie, qu'elle ne doit pas être l'otage de la politique. Nous tenons à ce sujet à remercier nos autorités cantonales et celles de la ville de Genève pour leur soutien dans ce dossier européen, mais plus généralement de leur soutien en faveur de notre université tout au long de ces années. Nous récoltons aujourd'hui le fruit des investissements consentis il y a de cela 10 ou 15 ans. Nous devons continuer à les cultiver pour l'avenir que nous espérons radieux, non seulement pour notre université, mais plus encore pour l'ensemble de notre société et pour notre pays. Je vous remercie infiniment de votre attention. Merci infiniment. J'ai le plaisir maintenant de passer la parole à Madame la maire, Madame Marie Barbet-Chapuis. Merci beaucoup de votre présence. Mesdames et messieurs, permettez-moi en préambule de m'associer aux salutations protocolaires effectuées il y a quelques instants par Monsieur le recteur. En ma qualité de maire de Genève, je suis vraiment très honorée de participer à cette cérémonie qui nous permet de féliciter le professeur Hugo de Ménil-Copin, lauréat de la médaille Fields 2022. Permettez-moi également de remercier l'Université de Genève de nous offrir ce privilège de prendre part à cet hommage tout à fait exceptionnel, cette distinction étant considérée, vous le savez, comme l'équivalent du prix Nobel de mathématiques. C'est pour moi, et j'imagine que nous sommes nombreux ici à éprouver le même sentiment, c'est très impressionnant d'imaginer la somme de travail, la puissance intellectuelle et les efforts qu'il a fallu réaliser pour parvenir à ce niveau d'excellence. Pour le commun des mortels, un tel degré de perfection peut même paraître tout simplement impensable. Et pourtant, monsieur le professeur, vous avez réussi à apporter cette contribution majeure au progrès des mathématiques, dans des domaines où justement l'on parvient à progresser parfois en pensant l'impensable, en repoussant les limites du savoir pour finalement enrichir le patrimoine scientifique. En tous les cas, cette médaille Fields consacre des recherches dont l'exceptionnel rayonnement ne fait aucun doute, mais aussi l'esprit de curiosité et de liberté qui les a rendus possibles et qui a présidé à l'ensemble de votre parcours scientifique. L'intuition en sciences, vous le disiez récemment dans un article du Temps, est compliquée à comprendre, mais il est évident que grâce à elle, eh bien, vous nous faites franchir une étape pour comprendre la réalité, une réalité longtemps invisible, mais que la science nous permet de découvrir. Alors, vous avez rejoint l'Université de Genève en 2008 pour y effectuer votre thèse de doctorat sous la direction du professeur Smirnov lui-même, médaillé Fields en 2010, et vous dites à son propos aimer sa vision très esthétique des mathématiques, le fait de chercher à transmettre des émotions. Aujourd'hui, vous êtes courtisé par les meilleures universités du monde, vous déclarez volontiers, et sachez que cela nous va droit au cœur, votre attachement et votre fidélité pour Genève, cette ville qui vous plaît par sa qualité de vie, et notamment ces montagnes, je crois, toutes proches, qui vous permettent de pratiquer l'escalade, une autre discipline qui se caractérise d'ailleurs, comme en mathématiques, par la recherche de la voie parfaite et dans laquelle esthétique et exigence sont aussi indissociables. Et l'escalade ayant intégré cette année officiellement la liste des sports olympiques, j'espère que vous pourrez nous ramener, en plus de la médaille Fields, une médaille olympique en 2024. On compte vraiment sur vous. En plus, c'est à Paris, votre ville natale. En tous les cas, à travers vous, eh bien, c'est une institution genevoise qui se trouve récompensée aujourd'hui et encouragée à poursuivre la recherche en pérennisant par là même une longue tradition scientifique dont Genève est particulièrement fière. Monsieur le professeur, en hommage à vos travaux brillants et à votre carrière exemplaire, je tiens, au nom des autorités de la ville de Genève, à vous exprimer toute notre reconnaissance et notre admiration. Je suis convaincue que dans un monde devenu de plus en plus complexe et en mutation, eh bien, la compréhension des fondements de la science reste aujourd'hui plus nécessaire que jamais.
La ville de Genève tient à vous exprimer son soutien et à réaffirmer également son engagement auprès des chercheurs et des jeunes talents en souhaitant qu'ils puissent continuer de bénéficier de conditions toujours plus propices à leur épanouissement. Je vous remercie pour votre attention et je cède la parole à Madame la conseillère d'État Nathalie Fontanet. Mesdames et messieurs, je suis très heureuse également d'être parmi vous ce soir et je remercie sincèrement l'Université de son invitation. C'est un privilège de prononcer au nom du Conseil d'État quelques mots d'introduction en hommage à Monsieur Hugo Duménil-Copin pour sa prestigieuse distinction. Je me suis déjà engagée vis-à-vis de lui, on a eu quelques mots au départ. Je ne dirai pas certaines choses et il ne posera pas de questions de mathématiques au premier rang. Donc on va s'y tenir, on s'est déjà engagé, on est d'accord. Très bien, ça m'aide à comprendre la suite de mon discours en fait. En sa qualité de désormais ambassadeur officiel de l'excellence académique genevoise, je ne suis pas certaine qu'il soit aujourd'hui judicieux, je m'adresse là au recteur, de maintenir et de continuer à accoler le qualificatif d'ordinaire à côté du titre de professeur, parce qu'effectivement, eh bien, monsieur le professeur, vous n'avez aujourd'hui plus rien d'ordinaire. Aux yeux du public, vous êtes devenu un peu l'équivalent du Roger Federer de la science. Je suis navrée, je ne savais pas que vous aviez d'autres préférences. J'aurais pu les nommer aussi, mais Roger Federer, il est quand même suisse. Et donc, les Suisses, les Genevois, ils sont très attachés. Raison pour laquelle je m'étais dirigée vers cette comparaison. C'est vrai que former des champions et des championnes de la recherche, c'est devenu une habitude pour l'UNIGE. Et cette nouvelle médaille Fields, eh bien, c'est en effet la 4e récompense de ce titre à rejoindre le patrimoine scientifique genevois. La conférence pour laquelle nous sommes toutes et tous réunis est donc une occasion renouvelée de valoriser la qualité de nos institutions académiques et de faire rayonner leurs compétences dans des domaines de pointe. Et je dois vous indiquer que c'est une fierté immense pour les autorités cantonales que de pouvoir compter sur de tels talents, sur une université qui manifestement sait les attirer, et puis de venir un peu récolter les fruits en venant faire un discours devant vous. Donc on est vraiment très fiers. Les travaux de recherche fondamentale de M. Duménil-Copin permettent de mieux comprendre le comportement de la matière. Ils sont un prérequis indispensable pour une éventuelle application dans le domaine économique et ils offrent, à n'en pas douter, d'encourageantes perspectives d'innovation et de développement industriel. Mesdames et messieurs, les maths participent d'une longue tradition dans le canton de Genève. J'en veux pour preuve le spectaculaire mapping Maths et Brillant qui est projeté entre les mois d'octobre et de novembre sur les reliefs du bâtiment dans lequel nous nous trouvons. Cette prouesse technique et artistique qui accompagne le colloque Wright et qui a lieu tous les 2 ans a pour objectif de démocratiser la science. Lorsqu'on voit la jeunesse du médaillé, son enthousiasme, eh bien, je pense aussi que cela participe à démocratiser la science et à donner envie à nos jeunes étudiants et à celles et ceux qui ne le sont pas encore, eh bien, de suivre son parcours. Abstraction faite des sons et lumières, on retrouve cette même tradition algébrique au sein de notre région, puisque Madame Marina Wiazowska, professeure à l'EPFL, est cette année co-lauréate de la médaille Fields aux côtés de M. Duménil-Copin. Et c'est donc une double consécration pour l'arc lémanique, étant également chargé, outre les finances, de la question de l'égalité homme-femme. Il s'agit d'une satisfaction complémentaire pour ma part. Et c'est aussi la confirmation que la bosse des maths n'est pas une caractéristique exclusivement masculine et qu'elle peut toucher toute la population. Mesdames et messieurs, j'aimerais souligner que la science est une discipline d'équipe. Vu l'interdépendance et la complexité du monde
qui nous entoure, elle ne peut grandir qu'en se nourrissant d'échanges constants. Ne pas participer pleinement au programme Horizon Europe, par exemple, revient ni plus ni moins à se couper totalement des ponts qui mènent à l'innovation. Il est primordial de maintenir les interactions entre les chercheurs et les chercheuses du monde entier, et c'est aussi déterminant que de continuer à former les meilleurs talents ou de les attirer chez nous, sans quoi Genève perdra sa faculté à oxygéner sa matière grise. Notre canton s'exposera à une fuite de ses plus brillants cerveaux, faute de pouvoir maintenir leur motivation et de susciter des vocations afin d'assurer une relève ô combien indispensable. L'État a de toute évidence un rôle central à jouer dans ce contexte et le Conseil d'État s'est engagé et continuera à s'engager à cet égard. L'université également, et c'est ensemble, chacune et chacun d'entre nous, que nous devons porter cet enjeu. Favoriser la mobilité académique permet de renforcer l'attractivité de nos universités. L'une des clés qui permet d'ouvrir les portes du succès, c'est assurément la libre circulation des idées. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention et j'ai le plaisir de passer la parole à Madame Elsa Floret. Merci à Monsieur le Recteur, merci à Madame la Maire, merci Madame la Conseillère d'État. Bonsoir à tous. Si je vous dis araignée et médaille Fields, vous voyez à qui je fais allusion. Sachez qu'une araignée est entrée très récemment dans la biographie d'Hugo Duménil-Copin, simultanément à l'obtention de sa médaille Fields. Cette dernière a vraisemblablement servi d'instrument d'éradication de cet arthropode prédateur qui a créé une anxiété auprès d'Anaëlle, sa fille de 15 mois, la fille de 15 mois de Hugo, en pleine interview téléphonique avec moi lundi. Il a gagné son combat sur l'aranéide à 8 pattes et l'interview a pu se prolonger. Si Hugo a toujours été très à l'aise dans les études et confiant dans ses capacités, il envisageait, comme de nombreux jeunes hommes, à devenir pompier, astronome, puis enseignant. Le plus beau métier du monde, comme celui de ses parents. Il ne serait jamais arrivé là s'il n'avait pas vécu un choc, une claque plutôt, comme il dit. Celui ou celle, cette claque ou ce choc, d'être classé avant-dernier dans son premier test de mathématiques à son arrivée au lycée parisien Louis le Grand. Il avait toujours été le premier dans ses écoles précédentes, dans toutes ses écoles précédentes. Il a réussi, on s'en doute bien, à retrouver cette première place in fine, et son ambition s'est alors pleinement exprimée. De confiant en lui, il est devenu confiant de pouvoir rester le meilleur dans sa matière favorite, que sont les mathématiques. Sa rencontre avec Genève. Il a mis du temps à tomber amoureux de la ville. Arrivé en pleine grisaille automnale, il a la vision d'une Genève aux rues désertées par ses habitants. Venant de Paris, le choc. Il ignorait que les Genevois étaient en fait tous partis à la montagne, au-dessus du brouillard surtout. 6 mois ont été nécessaires pour qu'il décide de ne pas repartir. L'été avait fait son œuvre peut-être aussi, et les bords du lac. Il a découvert depuis qu'au sommet du Salève, en fait, il y a très peu de brouillard. Ou alors il a acheté un petit Carnotze en Valais, ça l'histoire ne le dira plus tard. Sa façon de travailler, pressentie en 2018, on l'a dit déjà pour cette médaille Fields, sa méthode n'a pourtant pas bougé d'un iota. Même si cette perspective de médaille a quelque peu trotté dans sa tête, elle n'a pas influencé en fait sa manière de fonctionner, sa manière de faire de la recherche et sa manière de transmettre ses idées. Hugo Duménil-Copin n'a jamais organisé sa carrière autour des prix, qu'il a eu nombreux d'ailleurs. Mais il dit être fidèle, rester fidèle à lui-même, sans essayer d'optimiser en quelque sorte, ni de renier finalement sa façon de fonctionner. Il a su garder ses idéaux.
Alors que certains mathématiciens affichent peut-être une volonté de présenter les choses de manière difficile, complexe, lui, il a choisi finalement la formule la plus simple possible. Il persiste dans l'idée de montrer que résoudre un problème, c'est assez facile. On est tous d'accord. Ce qui prend du temps, en fait, mais il lui faudra méditer sur la preuve, la transformer. C'est chronophage, par définition, mais là réside finalement sa flamme. Il n'y dérogera pas. Il ne craint donc pas du tout le syndrome du prix Nobel. Ce syndrome qui pourrait faire reposer les gens un petit peu sur leur laurier. Il n'est pas prêt du tout de perdre ce feu sacré dans sa recherche. Hugo Duménil-Copin préfère dire qu'il fait de la physique mathématique plutôt que des probabilités. Car cela réconcilie deux passions de jeunesse, les maths et la physique, la première pour la rigueur, la seconde pour l'intuition et la curiosité à comprendre des phénomènes naturels. Pour lui, l'espace frontière entre ces deux matières est vraiment un continuum. À Genève, il s'est vu proposer son poste de professeur déjà lors du cocktail de la thèse. Je ne sais pas quelle boisson était servie, mais en tout cas, ça a fonctionné. À Paris, finalement, Hugo est également professeur permanent, on l'a dit, à l'Institut des hautes études scientifiques, IHES. Cet institut est auréolé désormais de 8 médailles Fields et est installé dans la ville de son adolescence, à Bure-sur-Yvette, dans l'Essonne. Jeune collégien, il ignorait absolument tout de la présence de cette prestigieuse école dans sa ville. Le hasard existe-t-il pour ce probabiliste ? Place à vous, Hugo. Merci. Merci pour toutes ces introductions qui se suivaient. Alors, je suis apparemment un grand grimpeur maintenant. J'ai entendu des gens qui rigolaient un petit peu trop derrière. Il se trouve que ce sont les gens qui grimpent avec moi, donc c'est d'autant plus vexant. Mais donc, comptez pas trop sur moi pour les Jeux Olympiques. Là, je crois qu'on va laisser à Adam Andra le bénéfice de cette médaille. Donc, je ne vais pas être très très long sur la première partie. Après, vous pourrez me poser des questions. À vrai dire, c'est ce que j'attends le plus. Je ne sais pas si c'est ce que vous attendez le plus, mais donc j'ai hâte d'y être déjà. Mais avant ça, on m'a dit qu'il fallait que je vous dise un petit peu ce que je fais quand même dans la vie. C'est la chose qui fait le plus peur aux mathématiciens au monde, de devoir expliquer ce qu'ils font dans la vie. Donc là, devoir le faire devant 400 ou 500 personnes, c'est encore pire. Mais on va tenter quand même. Et ce que je vous promets, c'est qu'il n'y aura pas de formule. Juste aucune formule. Donc normalement, ce sera plus désagréable pour moi que pour vous. Vous allez profiter, il y aura des images, des vidéos. Ça va reprendre un petit peu... excusez-moi. Certaines parties de la vidéo qui en fait est sur la partie mathématique pas si mal faite, donc du coup vous allez voir, je vais réutiliser certaines parties et j'ai envie de vous dire juste, de vous donner une petite introduction en quelque sorte de ce que je fais, pourquoi je le fais, comment je le fais, je pense que d'un commun accord, je vous dirai brièvement, mais on ne va pas rentrer trop dans les détails sur le comment. À la limite, vous pouvez me poser des questions après. Alors, qu'est-ce que vous voyez ? Ah, vous voyez ça, c'est très bien. Alors, le titre est ce qu'il est, du café aux mathématiques, vous comprendrez pourquoi. Mais donc, qu'est-ce que je fais dans la vie ? En termes de recherche, parce que bien sûr, je pense que tout le monde sait qu'un professeur d'université fait d'autres choses, et en particulier, bien entendu, il enseigne. Mais là, si je commence à vous donner un cours, déjà, il me faut au moins 2 heures. Et je ne suis pas sûr que ce soit ce que vous vouliez. Donc, je vais juste parler de la science, du travail de chercheur, du coup, et le domaine dans lequel j'exerce ce travail, c'est j'essaye de comprendre ce qu'on appelle les transitions de phase. Et donc, la première question, c'est qu'est-ce que c'est qu'une transition de phase ? Normalement, il n'y a pas un seul mot que je vais sortir que vous comprendrez dès la première fois où je le dis, mais normalement, derrière, je le réexplique. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'une transition de phase ? Vous en connaissez une très bien, c'est la plus connue, c'est les changements de phase, les changements d'état pour l'eau.
Alors, j'aime bien l'allusion à Mbappé, mais je fais plus la taille de Messi, donc je vais plutôt me mettre un peu plus haut, désolé. Donc la transition de phase, changement d'état de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Je prends des molécules d'eau, j'abaisse la température à 0 degré, qu'est-ce qui se passe? Ça devient de la glace. Qu'est-ce qui vient de se passer? On avait un système. On change continuellement la température, on ne fait rien de très, très méchant, on abaisse tranquillement la température, vous pouvez l'abaisser aussi lentement que vous voulez, au contraire très vite, de quelque façon que ce soit, ce qui va se passer à 0 degré, ça se change en glace. Les molécules d'eau, elles vont s'apparier, elles vont se mettre dans une certaine configuration qui fait que ça devient de la glace. Et si je monte à 100 degrés, ça devient de la vapeur. On sait tous, et heureusement parce qu'on aime tous les pâtes, donc on connaît tous cette transition. De façon plus générale, une transition de phase, c'est tout simplement la même chose pour un autre système, enfin pour ce système ou pour n'importe quel autre système physique. C'est un changement brusque du comportement du système, alors qu'on varie les paramètres très continuellement, très régulièrement. Je vois absolument, je ne peux pas regarder en haut, je suis désolé, c'est pas que je vous ignore, mais il y a la lumière en plein dans la tronche, donc je regarde les gens ici et j'ai une pensée pour vous, d'accord? En plus, j'ai un peu l'impression d'être... enfin bref, super. J'aime bien, je vais redonner des trucs ici plus souvent, je pense. Alors, donc, c'était le premier exemple que je voulais vous donner. Donc maintenant, je vais vous en donner d'autres, des exemples de transition de phase. Et là, vous allez voir quelque chose de très rare. C'est un mathématicien qui fait une expérience. D'accord? Donc, s'il vous plaît, chérissez les quelques secondes qui suivent. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je prends un aimant. D'accord? Et ce que je vais faire, c'est que je vais le chauffer. Alors, j'ai dû à peu près craquer 10 allumettes pour arriver à l'allumer sur la caméra. Le vidéaste qui est un ami, il n'en pouvait plus. Donc, qu'est-ce qui se passe? On chauffe juste l'aimant. On essaie de ne pas se brûler. Alors, c'est des aimants un tout petit peu spéciaux. C'est des aimants qu'on peut trouver dans le commerce, mais c'est des aimants spéciaux, je vous en parlerai juste un tout petit peu après. Et quand on chauffe, il y a un suspense intenable dans cette salle. Voilà, hop, bam! Voilà, qu'est-ce qui vient de se passer? L'aimant est devenu tellement faible, en fait, que la gravité est devenue plus forte que l'attirance pour le métal, et finalement, l'aimant tombe. En fait, ce qui se passe quand on chauffe un aimant, et nous on ne le sait pas tellement parce que pour les aimants normaux, ça a lieu à des centaines et des centaines de degrés. Je crois que quand il est constitué de fer, c'est tout simplement 770 degrés. Donc heureusement, avec une allumette, on ne la tape pas trop, et sans allumette, encore moins. Donc ce qui se passe, quel que soit l'aimant, si vous le chauffez, il y a une température où il cesse d'être un aimant. On a de nouveau une transition de phase, on varie la température continuellement, et on passe d'un état d'aimant à un état où on n'est plus un aimant, ce qu'on appelle un état ferromagnétique et un état paramagnétique. Ça, c'est la transition de phase que je préfère regarder, et je reviendrai là-dessus plus tard. Donc, on a déjà deux exemples de transition de phase, et limite, on comprend carrément ce que c'est qu'une transition de phase. Donc, donnons un troisième exemple, la percolation. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est d'étudier la porosité des matériaux. Donc, par exemple, si on fait du café, mais on peut imaginer d'autres exemples. Donc, quand on fait du café, on met des grains, pour les gens pré-époque, bien sûr, de Nespresso, what else, hein. On m'a dit, alors, ça fait une semaine qu'on me vanne tout le temps. Donc, n'hésitez pas pendant les questions. Donc là, on m'a dit que j'étais comme Mbappé. On m'a dit que j'allais gagner. On m'a aussi dit que je ressemblais à Georges Clooney, ce que j'ai trouvé un tout petit peu vexant, mais pas grave. Parce que j'ai senti l'ironie. Voilà, c'est tout. Je ne sais pas pourquoi, je pense qu'il y avait un peu d'ironie là-dedans. Et donc je fais un peu mon Georges Clooney. Donc, on fait du café. Si on tasse trop les grains de café et qu'on met de l'eau, ce qui va se passer, c'est que les grains de café vont devenir imperméables à l'eau, vont plus laisser passer l'eau, et on n'arrivera pas à faire du café. Faire du café en dessous. Si, au contraire, on ne tasse pas assez, l'eau passe extrêmement facilement, ne va pas du tout récolter les arômes du café, et on aura un café américain, quoi. Il n'y a pas d'Américain dans la salle, c'est bon.
normalement, même si vous êtes américain et vous êtes dans la salle, vous n'êtes plus vraiment attaché au café américain, donc ça devrait aller. Et puis, c'est pas retransmis sur Internet, de toute façon, hein, ça n'arrive jamais. Donc, c'est bon. Et donc, le but de la personne qui fait du café, c'est d'essayer d'exactement, en fait, se trouver à la transition. Donc là, la transition, c'est quoi? C'est plus je tasse, plus c'est dur pour l'eau de passer. Mais il y a, en fait, exactement un point qui, en gros, sépare de l'endroit où l'eau ne passe plus, donc de la zone imperméable, à la zone perméable. Et c'est cet endroit-là qui va être en fait le moment où l'eau passe, mais dans des méandres qui sont suffisamment complexes pour qu'on récolte bien les arômes du café et qu'on fasse un beau café italien. D'accord? Donc là, de nouveau, il y a une transition de phase. Si vous vous dites que bon, faire du café, c'est peut-être pas la motivation principale qu'on puisse imaginer, pensez à, en fait, c'est quelque chose qu'on peut voir dans tout processus de porosité. En particulier, on peut imaginer le charbon et essayer de voir quel type de gaz passe à travers le charbon. Ça, c'était même le principe des masques à gaz pour se protéger de peinture ou de choses comme ça. C'est quoi le principe? C'est que ça va laisser passer les gaz avec des molécules qui sont relativement petites, en particulier l'oxygène. C'est ce qui, en général, intéresse la personne qui utilise le masque à gaz. Et ça, pour peu, ça filtre les gaz avec des grosses molécules. Et du coup, ça évite de se retrouver avec des gaz toxiques dans les poumons. Donc là, de nouveau, en fonction de la taille des molécules, par exemple, et en fait aussi en fonction de la température du charbon, parce que plus on chauffe le charbon, plus il va devenir en fait imperméable au gaz, plus petits seront les molécules de gaz qui peuvent passer. C'est de nouveau une transition de phase ici où on essaye de savoir justement de se placer de telle sorte qu'on laisse passer par exemple l'oxygène et pas des molécules plus dangereuses. J'en profite pour donner une référence là-dessus parce que c'est un étudiant en thèse à moi, Mendes Oulamara, qui l'a remarqué et je trouve cette référence très intéressante. Pendant la guerre, Rosalind Franklin a fait en fait exactement des expériences sur le charbon pour justement savoir à quel point il était perméable au gaz en fonction de la température. Et Rosalind Franklin, donc c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas du tout, mais en fait d'un certain point de vue, c'est la première expérience, en tout cas c'est la plus vieille que je connaisse, qui soit reliée à la notion de percolation justement, auquel je reviendrai plus tard. Mais Rosalind Franklin, c'est aussi une chercheuse qui a eu un impact très important dans la découverte de la forme hélicoïdale de l'ADN et qui d'ailleurs a été un peu spoliée de sa découverte. Donc je voulais la mentionner puisque c'est quand même assez impressionnant d'avoir des contributions comme ça dans différents domaines des sciences et d'arriver à ce qu'à chaque fois, malheureusement, peu de gens s'en souviennent. Donc c'est important derrière de le remettre en valeur. Donc Rosalind Franklin était une très grande scientifique et je voulais le mettre en valeur ici. Juste une petite référence, un mathématicien est une machine pour transformer le café en théorème, c'est de Paul Erdos. Malheureusement, c'est une citation qui est tout le temps utilisée, mais ce qui est très énervant, c'est qu'elle est très vraie. Donc du coup, voilà, je voulais quand même vous la mentionner. Et on va maintenant passer à la question que vous vous posez toutes et tous, à mon avis, c'est mais où sont les mathématiques ? Moi, je suis venu voir un mathématicien et il m'en parle de phénomènes physiques, chimiques, de sport. Qu'est-ce qui se passe? Où sont les maths? Alors, où elles sont? Commençons par la porosité, par exemple. Donc, le but du mathématicien, quand on fait de la physique mathématique comme moi, c'est d'essayer d'expliquer le plus simplement possible pourquoi une transition de phase doit avoir lieu ou pas. Pourquoi, d'un certain point de vue, c'est un miracle de la nature qu'à une certaine température, il y ait un changement complet de comportement quand je prends les mêmes molécules d'eau, ou je prends le même charbon, ou je prends le même aimant. Qu'est-ce qui fait que les choses changent? On a envie de comprendre ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une caricature mathématique qui va nous permettre d'expliquer ce qui se passe, peut-être un peu caricaturalement justement, mais c'est ce qu'on veut. Et à partir de ce petit modèle mathématique, on va essayer de comprendre pourquoi il y a une transition de phase ou non. Donc par exemple pour la percolation, c'est là où c'est peut-être le plus simple. L'idée c'est de modéliser le matériau comme un labyrinthe.
Je suis en train d'essayer de savoir si l'eau peut passer à travers mon café, je suis en train de savoir si le gaz peut passer à travers mon charbon. En fait, qu'est-ce que je suis en train de voir? Je suis en train de regarder mon charbon ou mon café et de me dire, bon, bah, c'est un espèce de labyrinthe dans lequel l'eau ou le gaz peut se diriger. Et est-ce que ce labyrinthe, bah, il y a des passages qui vont d'un côté à l'autre de mon labyrinthe? Et puisque ce sont des systèmes très complexes, si vous prenez le charbon, ben, il y a beaucoup de molécules dans le charbon. Si vous prenez les grains de café, il y a énormément de grains de café dans votre cafetière. On ne va pas s'amuser à faire un plan, une photo précise de ce qui se passe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire, bon, ben, je ne peux pas savoir exactement à quoi ressemble l'intérieur de mon café, de ma cafetière, donc je vais prendre le graphe au hasard. Je vais en tirer un au hasard et je vais voir si en tirant au hasard, eh ben, je peux quand même expliquer ce qui se passe dans la transition de phase. Donc on fait ça avec le nom savant, ça s'appelle graphe. Ah oui, alors je peux essayer de pointer autant que je veux, là ça ne va pas marcher. Le nom savant, c'est graphe aléatoire, et puisque je vais beaucoup plus lentement que prévu, j'ai toujours ces petits trucs que je peux sauter. Donc vous venez de voir le problème des ponts de Königsberg, et hop, vous ne le voyez plus. Voilà. Ça, c'est facile. Au moins, vous aurez compris cette partie-là. Alors, je vais juste vous dire comment on tire au hasard ce graphe aléatoire. Donc, vous voyez, vous avez une espèce de carrelage. Vous avez des arêtes. Vous imaginez que vous êtes au milieu de votre cuisine. Vous avez votre carrelage. Et donc, j'ai envie de décider quelles arêtes sont rouges et quelles arêtes sont blanches. Par exemple, les arêtes rouges, c'est les arêtes que le liquide peut prendre. Les arêtes blanches sont celles qu'il ne peut pas prendre. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends une pièce quelconque, par exemple une médaille Fields, et pour chaque arête, j'espère qu'elle ne va pas tomber parce que dans un trou. Je vais quand même me mettre à un endroit où il n'y a pas de trou. Là, à peu près, voilà. Donc, je tire. Si ça tombe sur, on va dire que c'est pile, parce que évidemment, ce n'est pas très clair ce que c'est. Si ça tombe sur pile, je dis que l'arête est grise. Si ça tombe sur face, je dis qu'elle est rouge. Et je refais ça pour chacune des arêtes. Je retire pour chacune des arêtes. C'est un système, vous êtes d'accord, ce n'est pas compliqué. Si je vous donnais du temps, je pense que vous arriveriez à tirer un graphe au hasard. Maintenant, imaginez que vous avez une pièce qui n'est pas la médaille Fields, qui est biaisée, qui tombe plus souvent sur fil que sur face. D'accord? Dans ce cas-là, vous allez plus colorier d'arêtes rouges que d'arêtes blanches. Et vous pouvez essayer de savoir, en fonction de la valeur de cette tendance à tomber sur pile par rapport à face, si les choses vont changer ou non. Et les choses changent énormément. Donc, c'est là que vous allez comprendre pourquoi les mathématiciens font des mathématiques. C'est quand on voit ce genre d'image. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Ces deux images de la percolation, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas colorié en rouge et blanc. Ce que j'ai fait, c'est qu'une fois que j'avais dessiné mon labyrinthe aléatoire, j'ai colorié de différentes couleurs les endroits où je peux aller. C'est-à-dire, la personne bleue, là, par exemple, elle peut aller à tous ces endroits-là. La personne, c'est de nouveau bleu, ça, vert, alors là... alors, je ne suis pas peintre, comme vous pouvez voir. Rouge, ici, elle peut aller à tous ces endroits-là, etc. Donc, en restant sur les arêtes qui laissent passer l'eau, entre guillemets, on peut aller de tel à tel endroit. Ici, on a P égale 0,49. Donc, on a une pièce qui tombe juste un tout petit peu plus sur face que sur pile. Là, on est à 0,51. Elle tombe un tout petit peu plus sur pile que sur face. Donc, il y a un tout petit peu plus d'arêtes rouges ici que ici. Bien sûr, rouge est une très mauvaise couleur. Ça, ce n'est pas les arêtes rouges. Ici, ce que vous voyez par rapport ici, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une composante connexe. Il y a un endroit où on peut aller quasiment de partout à partout en utilisant les arêtes rouges. Mais ici, alors que c'est quasiment le même nombre d'arêtes ouvertes, on ne peut pas du tout. Vous voyez que chaque personne est bloquée dans une région de l'espace qui est très limitée. Comment on interprète ça? Ici, on interprète ça comme la partie où le matériau est poreux. L'eau passe facilement. Si je mettais de l'eau en haut, elle arriverait en bas sans aucun souci. Tandis qu'ici, je suis dans un matériau qui est totalement imperméable. Pour un mathématicien, je veux bien croire que c'est juste pour un mathématicien, mais pour un mathématicien, ici, on a une description à la fois de ce qui est poreux et de ce qui ne l'est pas.
D'accord? Donc c'est un modèle mathématique pour la porosité. De nouveau, je pense que je vais essayer... Wow! C'était moi ça? J'ai des super pouvoirs, hein. C'est génial. Je devrais dire quand même, j'avais prévu des vidéos, mais apparemment il y a du son. Et elles ont été faites en mon honneur pour la médaille Fields. Et alors il y a une musique, mais du feu de Dieu. C'est pas moi qui les ai faites, mais apparemment ça pulse, quoi. Après, si vous voulez rester, on peut apparemment danser là-dessus. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'un aimant mathématique? On a vu ce qu'était la porosité mathématique. Je vais vous donner juste une idée de ce qu'est un aimant mathématique et après, je vous montrerai 2-3 images et on a fini, ne vous inquiétez pas. En fait, j'ai aucune idée de combien de temps j'ai pris. Donc, la description de l'aimant mathématique, elle était plutôt pas mal dans la vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va imaginer que l'aimant, en fait, il est fait de plein de petits... Ouais, vous pouvez enlever le son, il y a pas... Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? On a pris un aimant et on a imaginé qu'il était fait de plein de petits, ce qu'on appelle des dipôles, des petits constituants qui sont en fait comme des petits aimants. D'accord? Et ensuite, on a imaginé que ces petits aimants, plutôt qu'être complètement n'importe où, je vais peut-être vous faire ce dessin-là, il vous expliquera. Donc, on a commencé en se disant qu'il y a une multitude de petits aimants dans mon aimant, de ce qu'on appelle des dipôles. Et après, on a fait deux hypothèses, en fait. On a fait une première hypothèse qui consistait à dire que les petits dipôles, en fait, ils sont placés régulièrement, ce qu'on appelle le long d'un réseau. C'est quelque chose qui, mathématiquement, aide énormément le scientifique. La deuxième chose qu'on fait comme hypothèse, c'est que les aimants, ils peuvent pointer que dans deux directions, nord ou sud. Bon, pourquoi pas, hein, on a des petits aimants, et on veut qu'ils pointent soit au nord, soit au sud. Et bien ça permet exactement comme pour la percolation, exactement comme on tirait au hasard un labyrinthe avant, un graphe aléatoire. Ici, puisque le phénomène est très compliqué, on va juste simplifier en disant qu'on a ces petits dipôles qui sont placés régulièrement et qui pointent soit vers le nord, soit vers le sud. Et on va juste dire que... on va juste tirer au hasard, excusez-moi, je devrais m'excuser, je n'ai pas eu le temps de le préparer parce que je me suis occupé de ma fille, tout le monde est malade à la maison et c'est déjà un miracle absolu qu'il y ait des slides, je peux vous dire ça. Je les ai finis à 2h du matin et aujourd'hui, Anaëlle a dit non, tu ne révises pas. Donc voilà, je suis désolé. Mais donc de nouveau, on tire en fait au hasard l'aimant. Et de nouveau, en fait, on peut étudier exactement comme on peut faire des simulations de la percolation. Ici, on peut faire une simulation de ce que serait un aimant. Donc ça, c'est un aimant mathématique. Et en fait, les couleurs, c'est quoi? Les petits points blancs, c'est les petits dipôles qui pointent, on va dire, vers le sud. Et les petits points noirs, c'est les petits dipôles qui pointent vers le nord. Voilà. Donc, les mathématiques, elles sont là. Dans le sens, c'est quoi? On fait une caricature mathématique du phénomène physique. Et après, advienne que pourra, il faut bien que quelqu'un arrive à prouver quelque chose dessus. Donc, qu'est-ce qu'on prouve dessus, par exemple? Je vais juste ça, vous allez voir, c'est plutôt simple à comprendre. Famous last word. En général, quand quelqu'un vous dit ça, c'est que vous n'allez strictement rien comprendre au slide qui suit. Mais là, je vais essayer de déroger à la règle. Donc, les transitions de phase, elles viennent en fait en deux phases. Il y a deux types de transitions de phase. Et c'est extrêmement important. Il y a des transitions de phase qui sont discontinues. C'est ce qu'on vient de voir ici. Si vous prenez de l'eau, vous la mettez par exemple au congélateur, vous savez très bien qu'à 0 degré, quand vous ressortez la bouteille et qu'il y a de la glace, elle a soit explosé si vous n'êtes pas chanceux, mais au mieux, elle aura changé de volume. D'accord ? En fait, à 0 degré, le volume change discontinuellement. Si j'essaye de dessiner le volume, je ne peux pas garder le crayon contre le papier. Je suis obligé de sauter à la nouvelle valeur à 0 degré. Eh bien, ce n'est pas ce qui se passe du tout quand je regarde le magnétisme. Quand je regarde le magnétisme et que j'évalue, par exemple, donc avant je regardais le volume pour l'eau, ici si j'évalue la force, on va dire, de l'aimant, et bien quand je la dessine, ce que je trouve, c'est qu'elle descend, quand j'augmente la température, c'est assez rassurant, mais elle descend continuellement pour atteindre 0 exactement à un point
qui est justement l'endroit où on perd la propriété d'être un aimant. Au-dessus, on n'est plus un aimant, en dessous, on est un aimant. Là, la transition de phase, elle est continue parce que si je peux dessiner cette courbe sans lever mon crayon. J'essaie d'éviter d'utiliser le terme de fonction continue puisque je sais qu'il y a des gens qui, du coup, derrière ne dormiront pas très bien en se remémorant leurs cours de collège. Donc, j'éviterai ça. Mais voilà, il y a deux types de transition de phase. Eh bien, je vais vous dire juste un résultat. Je voulais juste atteindre ça. Un résultat pour lesquels j'ai reçu la médaille Fields. Et comme ça vous donne une idée. Parfois, ce n'est pas si compliqué non plus d'aller jusqu'à juste un résultat de mathématicien. Et ce résultat, il dit quoi? Il dit, pour la caricature de magnétisme, ça s'appelait le modèle d'Ising, le modèle qui était cette caricature du phénomène de magnétisme, des aimants, pour cette chose-là, eh ben, en fait, la transition de phase, elle est bien continue. Alors vous allez me dire, mais enfin, ça, on le voit. Si on peut juste, là, je vois les physiciens qui sont là, mais tu n'as jamais vu un aimant, mon cher. Il suffit de le prendre, de mesurer la force de l'aimant en fonction de la température, et puis paf, c'est continu. C'est vrai, mais pourquoi? C'est difficilement argumentable comme approche, mais la différence, c'est qu'on a envie de comprendre de façon générique pourquoi ça a lieu, pour tous les aimants, quels que soient les aimants qu'on pourrait imaginer, par exemple, etc. Donc la caricature mathématique, elle a ce pouvoir de vous décrire ce qui se passe de façon générique. Et du coup, avec tout pouvoir vient quelques responsabilités, quelques difficultés même, je dirais, plutôt dans ce cas-là, c'est que c'est très difficile d'arriver à démontrer ce type de propriété, et c'était le sujet de ce théorème. La bonne nouvelle là-dessus, et la motivation, c'est que, en fait, les transitions de phase continue, elles sont toutes douces, elles sont toutes gentilles par rapport aux discontinues, elles se passent... C'est plus féminin, il y a plein de choses qui se passent derrière. En fait, dès on sait que la transition de phase est continue, il y a plein de choses qui se passent au point critique, en particulier à l'endroit où la transition de phase se passe. Il y a ce qu'on appelle des symétries cachées, il y a de fortes fluctuations, etc. Et c'est quelque chose qui est très intéressant à étudier physiquement et qui a des liens avec beaucoup d'autres choses. Je vous donne juste une citation. On va lire ensemble une chose. C'est une citation d'un très très grand scientifique qui s'appelle Kadanoff, un physicien, qui dit « La stratégie consistant à étudier une question physique en utilisant des modèles largement simplifiés, puisque je suis d'accord que en fait, ces caricatures mathématiques sont des simplifications, est justifiée par une caractéristique des systèmes physiques appelée universalité, stipulant que les propriétés sont les mêmes en fait quand on part de différents systèmes. » Il y a quelque chose, c'est comme c'est un cadeau de la nature, qui est que je vous ai expliqué une façon peut-être de caricaturer un aimant. Si vous m'en trouvez une autre à peu près pareille, en fait, les deux systèmes vont se comporter de la même façon. Il y a quelque chose de très robuste, en fait, là-dedans. Mais ça, c'est une très bonne nouvelle, parce que ça veut dire que ce que je décris en tant que mathématicien, c'est proche de la réalité. Ça ne dépend pas trop de ma finitude de mathématicien qui essaye vraiment de tout simplifier, et puis le mathématicien d'à côté, il simplifie différemment, et puis on tombe sur deux choses totalement différentes. Il y a quelque chose de très robuste là-dedans, et c'est cette notion d'universalité. À partir du moment où on a l'universalité, ça vaut le coup d'essayer de trouver la justification, le modèle le plus simple possible pour étudier les phénomènes. Voilà, c'est une caricature, voilà. On reconnaît quand même bien. Voilà, c'est la même chose en maths. Même avec Je vais juste vous finir avec des photos. Juste. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, non, alors ça, on va passer. Voilà, je voulais juste vous montrer. Donc, qu'est-ce que c'est que la vie du mathématicien au quotidien? On galère seul, beaucoup, sur un tableau comme ça. On galère aussi à plusieurs. Je suis désolé, j'ai retrouvé ces photos, j'étais là, mais on était tellement chou quand on était petit, donc je voulais absolument les mettre. Voilà. Donc ça peut durer des heures, à essayer de comprendre ce qui ne va pas avec l'équation juste à droite. Des fois, on y arrive un tout petit peu, donc on commence à écrire plein de choses. Ça, ce sont des tableaux de mathématiciens. Voilà, pour vous donner juste une petite idée, s'il y a une personne qui comprend, même parmi les mathématiciens dans la salle, je serais inquiet. Donc là, c'est juste pour vous montrer un tout petit peu à quoi ça ressemble, juste visuellement. Je me disais que c'était sympa que vous voyiez un petit peu le fruit de mois de recherche
Voilà, c'est ça. Et puis il y a un produit final, ça ressemble en général à quelque chose comme ça. Ça, c'est des maths. Il n'y a pas autant de formules que les gens pensent l'imaginer. Et à vrai dire, là, j'ai été gentil avec vous. Je me suis dit, il faut quand même qu'ils aient vu une formule, sinon ils ne vont pas être contents. Donc, je vous ai quand même mis une formule, mais il y a des pages sans aucune formule. Et là-dessus, on va finir avec la galerie des monstres. Voilà, ça, c'est différents modèles. Et j'espérais juste, en vous montrant ça, peut-être vous donner une toute petite idée de ce qui peut motiver le mathématicien. Quand je regarde ça, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez fascinant dans ces images et j'ai envie de comprendre pourquoi. Pourquoi ça ressemble à ça, pourquoi c'est comme ça et pas autrement. Merci beaucoup pour votre attention. Hop là. Merci beaucoup. Vous êtes très nombreux ce soir présents à Unibastion, également très nombreux à nous suivre online pour cette conférence traduite simultanément en anglais. Une pensée toute particulière pour nos amis américains, dépités devant leur percolateur de café. American Café is not back, definitely. Vous aurez accès très prochainement à cette vidéo de la conférence sur la page de l'Université de Genève. Nous avions pensé organiser cette séance de discussion dans la nature, comme dans votre vidéo au départ, dans votre école parisienne, afin de laisser finalement notre cerveau faire ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire réfléchir et poser des questions. Mais je sens que dans cette salle, les questions pertinentes vont fuser. Je commence par la première. 15 mois après avoir reçu la médaille du jeune papa heureux et disponible, vous recevez la médaille Fields. Quel est l'événement pour lequel vous étiez le plus ou le moins préparé et quel est celui surtout qui est le plus chronophage? On a l'impression quand même qu'Anaël a gagné aujourd'hui. Oui, alors très très clairement, vu la journée d'aujourd'hui, c'est ma fille qui gagne et qui gagne tous les jours quasiment. Non, on est préparé. Très clairement, la chose que j'attendais le plus, c'était ma fille, ça c'est sûr. Et j'étais pas aussi bien préparé que je ne le voulais, ça c'est sûr aussi. On apprend vite. On apprend parce qu'on n'a pas le choix, oui, en tout cas. Mais ça, c'est le cas de tous les parents. À vous, cher public, 3 micros sont à votre disposition, que ce soit dans la salle en haut ou en bas, on va se les répartir. Avez-vous une première question peut-être? N'ayez pas peur. On ne voit pas bien en haut parce qu'effectivement il y a cette lumière très forte. Ici, madame, au 2e rang. Merci. Merci beaucoup, Hugo. J'ai une question parce que je vous ai entendu plusieurs fois des interviews, j'ai lu les interviews et vous nous avez montré beaucoup d'images. Vous parlez beaucoup en termes d'image mentale et la transition entre l'image et l'équation me préoccupe. Il me semble que c'est une transition discontinue. Oui, alors elle me préoccupe aussi. En général, il y a différentes étapes dans la création, et puis ça dépend aussi du mathématicien. Dans mon cas, c'est vrai que j'ai une intuition qui est très visuelle, donc je raisonne très peu par équation, beaucoup par dessin. Donc il y a toute une première étape qui consiste effectivement à trouver le bon dessin. Et malheureusement, parfois, transformer cette image mentale très claire, ce dessin très clair, en une formule ou une suite de formules en général qui fonctionne, ça c'est la beauté des mathématiques. Parfois ça ne marche pas, parfois ça marche. Parfois ça marche beaucoup mieux qu'on ne le pense. C'est-à-dire que le dessin au final se révèle bien en deçà de la puissance de l'argument qu'on avait imaginé. Lorsqu'on arrive à la formule, on se rend compte qu'on peut... Donc ça fait partie en quelque sorte de la beauté des mathématiques. Il y a cette toute petite incertitude. Exactement à ce moment de passage à la formule. Et ouais, ça fait partie de la beauté. Une question pour monsieur au 3e rang, complètement à droite. À droite, pardon. Enfin, ma droite. Comme ça optimise les passages. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir, félicitations.
Je suis député, par ailleurs torréfacteur, entreprise familiale, mais je renonce à aborder cette question maintenant. Une question et membre de cette belle université de Genève également. La question que j'avais envie de vous poser, c'était en rapport avec l'excellence que vous incarnez à travers la médaille Fields pour toute la communauté de l'UNIGE, mais aussi le rapport à l'échec. Et vous mentionniez, ou Madame mentionnait en vous présentant, l'enjeu, la piqûre qu'avait représenté un mauvais résultat, un mauvais classement, mais vous écriviez aussi dans un interview dans la presse locale les désastres que pouvaient occasionner les notes, les échecs et les classements, alors que l'erreur est finalement au cœur de la démarche scientifique. Comment est-ce que vous réconciliez cette tension ? Je la réconcilie assez facilement, qui est que je pense que ma formation, enfin mon éducation, mes parents m'ont éduqué d'une façon où j'ai été confronté à tellement de différentes choses. Il y avait tellement de choses que je ne savais pas faire, finalement, à être confronté à tant de différentes choses, que j'avais l'habitude de l'erreur déjà avant ce moment-là. J'avais une habitude de l'échec, ce n'était pas quelque chose qui me choquait outre mesure. Je ne suis pas le meilleur partout et je le savais déjà à ce moment-là. C'est juste que, du coup, là, j'étais préparé finalement à réagir de la bonne façon à cet échec-là. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas de tout le monde aujourd'hui dans la façon dont on éduque nos enfants. Et je pense que particulièrement quand on parle de mathématiques, cette volonté systématique de bannir l'échec et bannir l'erreur et d'expliquer que c'est vraiment la pire des choses qui puissent arriver en mathématiques, je pense que ça crée beaucoup de complexes chez les enfants. Parce qu'il y a déjà en plus cette tendance naturelle à complexer par rapport à ça. Comment allez-vous trouver du temps pour continuer votre recherche, alors que vous êtes déjà sollicité vraiment de toutes parts? Vous avez un agenda qui se remplit presque à un an, hein, même au-delà. Oui, je suis optimiste. Donc j'ignore, je ne regarde absolument pas ce qui se passe dans mon agenda après la semaine prochaine. Voilà. Enfin non, il y a les vacances, mais après les vacances, là, je préfère pas penser. Voilà, mais j'ai une petite astuce, c'est qu'il y a un jour qui va se remplir systématiquement de choses étonnantes que personne d'autre que moi ne connaîtra, mais ce sera justement pour me garantir au moins un jour de recherche, parce que je ne sais pas comment je vais tenir sans ça. D'accord. Il y a quelqu'un qui gère votre agenda ou vous le faites? Oui, il ne faut pas lui dire que en fait, il n'y a rien à part la recherche. Et elle est dans la salle, donc je n'aurais pas dû dire ça. On a les secrets, les coulisses. Est-ce que vous avez une question peut-être dans le public? Oui, cette fois c'est à gauche, troisième rang, merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez juste nous parler un peu des différentes dimensions? Ça s'arrête à combien? Parce que là, en fait, vous avez souvent montré des images en 2 dimensions, en 3 dimensions. Est-ce qu'on peut imaginer à des niveaux supérieurs? C'est ça aussi la beauté de ces modèles mathématiques, c'est que, bien sûr, ils naissent dans une volonté d'expliquer un phénomène physique. Par exemple, pour les aimants, clairement, on a envie d'avoir ce modèle d'Ising, cette caricature mathématique en dimension 3, puisque les aimants sont tridimensionnels, même si là, je vous ai montré une image en dimension 2. Mais une fois qu'on a créé le modèle mathématique, celui-ci peut se généraliser en toutes dimensions. Donc, on peut prendre notre envol en tant que mathématicien, on n'est plus borné par notre labo, on n'est plus notre expérience, on peut juste vaquer à notre imagination. Et en particulier pour le modèle d'Ising, on peut regarder le modèle d'Ising en dimension 4. Et c'est un modèle qui est très intéressant. Pourquoi? Parce que 4 dimensions, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi la dimension de notre espace-temps. 3 dimensions spatiales plus une dimension temporelle. Et en fait, le modèle d'Ising en dimension 4, du coup, est relié en fait à certaines propriétés, à certains objets physiques qu'on appelle les théories quantiques des champs en dimension 4, du coup. Donc c'est même très intéressant de justement ne pas se borner aux dimensions physiques a priori du modèle et de s'élever et d'aller en dimension supérieure, parfois en dimension inférieure d'ailleurs. Et après, dimension 4, 5, 6, 8, 24, Marina Vlavodska a eu des résultats pour des empilements de sphères en dimension 8 et 24. C'est pour ça qu'elle a reçu la médaille Fields.
On peut se dire que les sphères, c'est plutôt quelque chose de trois-dimensionnel. En dimension 8 et 24, il y a des jolis miracles qui se passent et il y a des belles mathématiques. On va faire une transition de phase, enfin surtout d'étage, pour avoir une question à l'étage. Au milieu, monsieur. Voilà. Mais il y a des gens en haut, en fait. Merci beaucoup et félicitations autant à vous, Hugo, qu'à notre université qui se dévoue beaucoup. Et j'aimerais saluer par là mon ami Yves Luteguer, quand même, qui a raison d'être fier, qui s'implique énormément depuis le temps qu'on se connaît. Alors, on vous voit sur un tableau noir, ou du moins à côté d'un tableau noir, et ça nous fait penser évidemment aux mathématiciens de l'époque, les grands mathématiciens qui ont peut-être découvert plein de choses sur lesquelles, je crois, Marina, elle a travaillé sur quelque chose que ça fait 400 ans, hein, on planchait dessus. Aujourd'hui, généralement, quand on montre quelqu'un, autant des scientifiques, n'importe qui, on verra une batterie d'ordinateur. Alors, est-ce que vous êtes plus à l'aise pour faire votre travail, et vous disiez qu'il y a plusieurs mois de travail sur un tableau, ou vous avez quand même aussi des modèles informatiques où vous utilisez la modélisation peut-être pour vérifier, pour valider vos idées, vos résultats? D'une part, et d'autre part, vous êtes arrivé à Genève, peut-être en partie du moins grâce au professeur Smirnov, qui a reçu, juste après votre arrivée, je crois, la médaille Fields. Oui, est-ce que ça voudra dire que maintenant, après votre succès, il y aura besoin de construire un bâtiment de mathématiques pour accueillir tous ceux qui voudront avoir la médaille par la suite? Et si vous comptez préparer donc la suite également dans l'optique d'obtenir des distinctions, sinon comme la vôtre, mais d'autres distinctions prestigieuses. Merci. Alors, donc il y a deux questions, merci beaucoup. Pour la première, en fait, il y a même une partie de la recherche que je n'ai pas décrite quand je montrais ces images de tableau noir. C'était justement cette partie un petit peu imaginative, créative, où on essaie d'avoir ces dessins, ces motivations. Ça se fait même hors d'un bureau. Ça, en général, on ne contrôle pas trop quand ça vient. Alors, sous la douche, c'est un petit peu caricatural, mais c'est souvent quand on fait quelque chose d'autre, parce qu'effectivement, en tout cas, dans mon cas, je trouve qu'il y a besoin d'entrer quasiment dans cet état d'hypnose, en fait, ou d'auto-hypnose, où notre cerveau est en train de faire quelque chose d'autre, et c'est là que les idées viennent le mieux. Donc il y a cette première étape qui clairement, alors moi, jamais aucune idée ne m'est venue devant un ordinateur. Ça c'est sûr et certain, dès que je suis devant un ordinateur, je panique, lui aussi d'ailleurs, enfin c'est compliqué. Après, il y a cette deuxième étape qui est de coucher, justement, de transformer en langage mathématique ce qu'est l'idée qu'on peut avoir eue. Ça, le tableau noir, de mon point de vue, est irremplaçable. Le tableau noir et l'interaction avec les autres. Les mathématiques, c'est un langage parlé, en fait, plus qu'écrit, de mon point de vue. Donc, on a besoin d'interagir avec les autres, et en particulier d'avoir ce tableau noir, qui est un lieu de partage, en quelque sorte. C'est vraiment très important. Donc, à aucun moment, il y a cette dernière étape, si vous voulez, qui est de transformer ces fameuses idées qu'on a écrites maintenant correctement sur le tableau en un article mathématique, ce que vous avez vu juste avant le dernier slide. Ça, oui, ça se fait à l'ordinateur, mais ce n'est pas la partie créative du tout. Donc, il y a très peu d'ordinateurs. Il y a très peu de simulations dans mon cas. Il y a des mathématiciens qui font beaucoup de simulations. Moi, j'en fais très bon. Déjà parce qu'il y a ce désamour entre moi et les ordinateurs, mais aussi parce que ça, je trouve que ça, dans mon cas, il se trouve que ça m'aide pas énormément. Donc, j'ai pas tellement ça, mais il y a des gens qui vraiment utilisent ça intensément. Voilà, ça c'est pour la première question. Comme d'habitude, je me rends compte que je n'ai pas vraiment répondu à la question, mais ce n'est pas très grave. Pour la deuxième, moi, de toute façon, ma recherche, elle n'a pas avancé cette dernière semaine, donc ça m'agace un petit peu. Mais je veux dire, la médaille Fields ne change rien finalement au processus de recherche, donc je suis toujours aussi motivé. J'ai besoin que des gens viennent
pour interagir avec moi, et d'un parce qu'il faut que je leur transmette ce que je sais, hein, c'est l'un des premiers rôles du chercheur, et parce que aussi en fait nos élèves nous apportent énormément. Donc de ce point de vue, si la médaille Fields peut aider à faire venir des gens, c'est merveilleux, et comme ça nous permettra de continuer à faire la science qu'on fait. Et puis, vous savez, il n'y a pas que les médaillés Fields qui réussissent en tant que mathématiciens. Donc, je tiens aussi à préciser, et c'est quelque chose d'important, on met en valeur les médaillés Fields parce que c'est, d'un certain point de vue, c'est bling-bling un peu. Mais, par exemple, le niveau du département de mathématiques ne se résume heureusement pas à ces 2 médaillés Fields. L'intégralité du département est d'un niveau absolument exceptionnel. Et c'est aussi grâce à l'université, ce qu'elle nous apporte. Donc on n'a pas trop de problèmes à attirer les gens. En général, il faut plutôt les repousser à l'entrée pour éviter. Il y a plutôt plus de gens qu'il ne faut qui veulent venir étudier ici. Donc je ne suis pas sûr que de ce point de vue-là, la médaille aide beaucoup dans l'avenir. À votre avis, faut-il casser le stéréotype du mathématicien qui ressemble à George Clooney, avec les cheveux en bataille? Non, le mathématicien génial, asocial, qui aurait tout lu à 10 ans, pour redonner goût peut-être aux jeunes générations, notamment peut-être aux jeunes femmes, de se lancer dans les matières scientifiques. Oui, en tout cas, moi, c'est vrai que je me vois pas trop, je me reconnais pas trop, on va dire, dans le stéréotype du mathématicien, effectivement. Là, je discutais avec certains de mes collègues qui ont ouvert des livres d'université de mathématiques à l'âge de 10 ans, quand je vois ce que je faisais à l'âge de 10 ans. Mais justement, je pense que ça donne de l'espoir. Il faut laisser le temps au temps. Il n'y a clairement pas de boss des maths. On a parlé de la boss des maths. Moi, j'y crois absolument pas. En fait, quand je vois mes collègues mathématiciens, je vois à quel point chacun est très différent. Et puis, dans mon cas, j'ai l'impression que l'intelligence pure, c'est pas tellement le fort. Ça va être plutôt peut-être la créativité ou la recherche d'esthétisme. Il y a des gens qui sont plus pugnaces. Il y a tellement de paramètres qui rentrent, plus patients. Il y a tellement de paramètres qui rentrent dans ce qui fait un mathématicien qu'on ne peut pas dire qu'il y a une bosse des maths. Donc tout le monde est a priori armé, hommes, femmes. Là, hier, je répondais encore, on me demandait si les Français étaient moins bons de naissance, puisqu'apparemment PISA a décidé que les Français étaient nuls en maths. Et donc, non, clairement, il n'y a pas de... Un mathématicien, s'il a 30 ans, c'est 30 ans de vie et c'est 30 ans de formation qui font qu'il est le mathématicien qu'il est à ce moment-là. Et c'est d'ailleurs le cas pour tous les chercheurs. Donc je pense que les femmes, les jeunes filles en particulier, ne devraient vraiment pas être intimidées. Elles devraient venir avec ce qu'elles ont, parce que c'est exactement de toute façon ce qui vont faire qu'elles seront de grandes chercheuses, quelle que soit la discipline. C'est vraiment lié à la personnalité aussi. Moi, je trouve qu'il y a tellement de choses, si on aime de toute façon ce qu'on fait, il y a tellement de critères qui sont importants et différents et qui interviennent dans ce qu'est un chercheur. Je veux dire, c'est pas juste une machine à calculer hyper rapide, quoi. Donc, il y a tellement de choses différentes que tout le monde peut devenir chercheur. Ce sera peut-être pas dans les mêmes disciplines, ce sera peut-être pas de la même façon que son voisin, mais il y a de la place pour tout le monde, ça c'est sûr. On a parlé d'auto-hypnose aussi, donc ça va très très... Voilà, la capacité à s'auto-hypnotiser. Musique et cerveau, c'était le thème d'une conférence précédente, et vous l'avez dit tout à l'heure avec cette musique qui était un peu punchy. On va l'écouter tout à l'heure, j'espère. Toujours une question dans les hauteurs, au-dessus du brouillard. Est-ce que... Voilà, madame. Merci beaucoup pour votre présentation. Je me demandais, vous avez présenté ces deux concepts de transition de phase et puis de percolation. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? C'est une très bonne question. J'avais même un slide. Est-ce que je peux revenir sur mes slides ou pas? Oui, bien sûr. Ça ne va pas exploser. D'accord? Alors, on y fait. Hop là. Je vais juste revenir sur le slide. Alors, ce n'est pas quelqu'un à qui j'ai demandé de poser cette question parce que je n'avais pas le temps de... On se pose toujours la question. Alors, attendez, où est-ce que c'est? Faut peut-être... Je vais me calmer 2 secondes. Hop. C'est plus loin. Oui, donc il y a un lien très fort entre les deux. C'est pour ça que je vous ai parlé des deux, en fait, mais n'ayant pas... j'allais beaucoup trop lentement par rapport à ce que j'avais prévu. Juste, je vous fais cette blague-là parce qu'elle est... Oh, non, ok, c'est pas grave. J'ai sauté une blague. J'aime pas ça. Allez-y, là, il n'est jamais trop tard. The volume changes. Il faudra revenir. Hop là. Alors, on va y arriver. La patience est une qualité.
Voilà, c'était ça que je voulais vous montrer. En fait, il y a effectivement un lien entre le magnétisme et la percolation et la porosité. Or là, si je vous montre juste ces deux choses-là, c'est clair et net que ce n'est pas apparent. Mais quand on parle des modèles mathématiques, là, il y a un lien très profond entre les deux, en fait. Je ne peux pas vous le décrire parce que ça implique des mathématiques trop compliquées. Mais justement, les mathématiques font un lien entre ces deux phénomènes totalement différents. Si je reste au niveau de la physique, j'ai deux phénomènes qui ne se ressemblent absolument pas. Quand je passe au niveau de la caricature mathématique, il y a un lien direct entre les deux. Et en fait, ce lien, c'est une sorte de pont, et c'est exactement ce que les mathématiciens aiment faire, hein, faire des ponts entre différents objets. C'est presque, si vous voulez décrire quasiment l'ensemble des mathématiciens, faire des liens entre des objets, c'est à peu près ce qui décrira le mieux les algébristes, les analystes, les probabilistes, etc. Et donc l'avantage de ce type de lien, c'est qu'en plus, et c'est pour ça que j'ai mis ce dessin d'Escher, c'est que c'est un lien, mais qui nourrit des deux côtés. C'est-à-dire, c'est pas seulement que, par exemple, si je sais faire quelque chose du côté du magnétisme, je peux expliquer ce qui se passe du côté du café. Non, en fait, c'est peut-être à première vue ce qui se passe, mais la machine mathématique que je vais avoir développée va permettre en fait également, quand je vais apprendre quelque chose du côté du café, enfin du côté de la percolation, de dire des choses du côté du modèle d'Ising. Donc il y a un lien, c'est en fait exactement le corps de mon métier d'étudier et d'exploiter ce lien entre les deux. Donc c'est une très très bonne question. Et de façon générale, là, je trouve que c'est une très bonne illustration où on a des phénomènes physiques distincts, et quand on passe au niveau des mathématiques, on a des liens qui s'ouvrent entre les différentes disciplines. Une question encore en haut, madame et monsieur. I hope it's okay if I ask in English. My French is not really excellent. So I was wondering, the work that finally brought you the field medal, like how much time did it take, the project or multiple projects? And you talked about this shower moments of ideas. Was it like an assembly of multiple moments, or is there like one or two moments where you really remember that you had an idea that was really one of the groundbreaking ones, let's say? Oui, donc je vais reformuler. Oui, tout à fait. C'est une très bonne question. Donc, en gros, combien de temps a représenté en fait le travail qui a mené à la médaille Fields, aux résultats qui sont reconnus par la médaille Fields? Et est-ce qu'il y a eu un moment Eureka, par exemple, ou est-ce que c'était un cumul de plusieurs choses, de plusieurs moments Eureka, dans ce cas-là, on pourrait dire. Alors, ça dépend énormément des mathématiciens. Il y a des mathématiciens qui ont vraiment un résultat qui est reconnu pour la médaille Fields. C'est en fait même en général un peu comme ça. Donc, on reconnaît de la médaille Fields vraiment un résultat d'un mathématicien ou d'une mathématicienne. Dans mon cas, en fait, j'ai plutôt tendance à fonctionner un peu au hasard. Je suis probabiliste, j'ai le droit. Donc moi, j'ai plutôt tendance à en fait avancer pas à pas. J'ai pas cette force en moi, en tout cas, ou cette confiance en moi d'aller directement pour le haut de la colline. Donc c'est un cumul de plusieurs résultats. Et en fait, c'est quasiment, si on prend l'ensemble des résultats qui ont été récompensés, malgré la tentative du jury de plutôt se focaliser sur les dernières années, en fait, c'est des résultats qui s'étalent quasiment sur l'intégralité de ma carrière. Donc après, ça va pas avoir l'air si impressionnant que ça par rapport au prix Nobel, mais sur 14 ans, du coup. Du coup, aussi, de facto, c'est plein de moments de résolution de différents problèmes. Donc, il n'y a pas un moment qui sort du lot. Et j'irai même plus loin que ça. En fait, les moments qui, pour moi, ont été les grands moments Eureka vraiment au niveau de mon cerveau, au niveau de mes émotions. Parce que les moments où j'ai vraiment ressenti, là, j'ai compris quelque chose, c'est en général pas du tout les moments où on résout les plus gros problèmes. Parce qu'il y a une énorme différence entre ce qui va être le problème qui va être le plus important pour la communauté, par exemple, et les problèmes qui sont en fait les plus chers. Je viens de dégommer
C'était pas contre vous. Hein, il y a une énorme différence avec ceux, par exemple, moi, il y a un résultat qui est un moment eureka pour moi extrêmement intense que j'ai eu avec un collègue, Vincent Tassion, et c'est un résultat qui était une preuve alternative de quelque chose qui était déjà connu. C'est juste, on essayait d'enseigner ça et c'était un enfer absolu. Et on avait vécu ça, on savait que c'était un enfer parce qu'on nous l'avait enseigné quelques années plus tôt, on détestait ce théorème. Et puis un jour, comme ça, autour d'un café, de nouveau, juste un espèce de ping-pong intellectuel, on ne s'attendait même pas à essayer de faire ça, mais un échange d'idées. Vincent m'a parlé d'un truc qui n'avait rien à voir avec le problème en question, mais en fait, on s'est rendu compte, en 10 minutes, on a trouvé une preuve qui faisait une page d'un résultat dont la preuve faisait 50 pages avant et était absolument abominable. Bah pour moi, ça, c'était le plus gros moment eureka de ma carrière, et je peux vous dire que ce n'est pas du tout pour ça que j'ai eu la médaille Fields. Parce que forcément, d'autres personnes avaient déjà démontré ça. Voilà. Donc parfois, le moment eureka, c'est quand même quelque chose de très intime et ce n'est pas forcément relié à l'importance du résultat. Ce que vous expliquiez, je rebondis sur cette question sur les différences de méthodologie. Souvent, elle récompense cette médaille Fields vraiment un grand résultat, et ça a été le cas, je pense, de votre maître de thèse, Stanislas. Oui, Stanislas Smirnov, par exemple, c'est vrai qu'il a deux résultats qui sont très proches l'un de l'autre, qui sont clairement, qui sortent complètement du lot. Et il a été récompensé pour ces deux résultats. Alors, il faudrait lui demander combien de temps il a mis à les trouver. C'est une bonne question. J'ai une idée, mais je ne vais pas répondre à sa place parce que c'est seulement des souvenirs. Mais dans mon cas, ouais, ce n'était pas du tout ce qui s'est passé. J'ai l'impression que c'est vraiment une accumulation de connaissances qui ont créé ensemble une théorie, en quelque sorte, une compréhension nouvelle d'un domaine. Parce que quand on préparait cette interview, vous compariez un peu un travail de fourmi finalement. Vous avancez vraiment par ces petites étapes, vous l'avez répété. Finalement, cette accumulation de résultats, elle crée un changement de paradigme. Elle crée vraiment une découverte, et c'était ça que vous avez créé. Mais comment on s'entend avec son maître de thèse qui, lui, fonctionne complètement différemment? Et comment on sait qu'en termes de formulation mathématique, il n'est pas là, c'est parfait. Alors, on est filmé. Oui, non, mais vous inquiétez pas. Il y a eu un petit moment de panique là. Oh là, non. C'est pas ce que je voulais dire. Non, mais on s'entend très bien, justement. Plus on est différent, mieux on s'entend en mathématiques, parce que plus on se complète. Donc, au contraire, ça n'a jamais été un problème. Au tout début, peut-être qu'il s'est un petit peu posé la question, mais pourquoi Hugo s'intéresse à tel ou tel problème ? Moi, j'étais content de m'intéresser à ces problèmes-là, et puis peu à peu, on s'est retrouvés justement sur certains problèmes où lui, il avait cette approche directe. Moi, j'avais résolu 4 problèmes moins importants avant d'arriver là, mais j'avais les connaissances nécessaires maintenant pour dire je pense que c'est comme ça, et puis en cumulant les compétences des deux et puis les points de vue des deux, on a démontré par exemple une très belle conjecture durant mon doctorat. Justement, parce qu'on est différents. C'est ce qui est intéressant pour les élèves aussi, parce qu'ils sont eux-mêmes différents, donc il y a cette transmission, cette collaboration. C'est aussi pour ça que l'enseignement est aussi important pour le chercheur. C'est exactement parce qu'on s'oblige à se mettre dans la tête de l'élève, et du coup, on s'adapte à sa façon de fonctionner. De facto, on va devoir changer notre point de vue sur ce qu'on est en train de lui enseigner, et ça va nous apporter quelque chose, parce que ce processus d'extériorisation, on ne l'aurait pas forcément fait tout seul. C'est la percolation un peu du raisonnement entre vous. On va dire ça. Une question, monsieur. Vous aviez une question tout à l'heure, et ensuite on prendra une question dans la salle en bas. Et ensuite on s'arrête. Bonjour et bravo. Ma question vient d'un petit agacement que j'ai éprouvé au début de cette session. C'était, on voyait un film qui était parlé anglais, et il était sous-titré anglais. Alors je me demandais pourquoi, qu'est-ce que c'est que cette redondance en quelque sorte. Et puis j'ai réfléchi après à ce que vous avez dit au niveau de la transition des phases, à la linguistique, etc. Ça m'a fait un peu voyager. Et je me suis demandé, je connais un aphorisme de quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Édouard Glissant, et qui dit que le même est stérile et le divers est fertile.
Alors je me suis posé la question, est-ce qu'il y aurait une illustration mathématique de cet aphorisme philosophique en quelque sorte dans votre expérience? Et alors pour poser une question plus directement mathématique, est-ce qu'il y a une relation entre la théorie de la percolation et la théorie du chaos ou celle des fractales? Bon. Alors, donc, deux questions, effectivement. Pour la première, pour garder peut-être l'analogie linguistique, et puisqu'on est encore ici, par exemple, quand on regarde ici, donc je vous ai dit, il y a le magnétisme d'un côté, le modèle d'Ising, et de l'autre côté, il y a la percolation avec le modèle de percolation bien nommé. Et bien, vous pouvez un peu imaginer que c'est deux langues, en quelque sorte. C'est un peu comme si vous aviez le français et l'anglais, donc je suppose que vous préférez ce côté-là, du coup. Et justement, le fait qu'il y ait un dictionnaire, ce pont, c'est un peu un dictionnaire entre les deux, ça permet de s'exprimer dans une langue ou dans l'autre, comme on le veut, pour pouvoir... Et donc, c'est justement là, c'est l'apport de ces deux langues, si vous voulez, qui va vous donner cette fertilité supplémentaire qui va vous permettre de résoudre des problèmes dans chacune des deux langues. Donc, c'est bien sûr, la fertilité vient de la diversité, et justement, construire des ponts, c'est vous autoriser à parler différentes langues pour résoudre votre problème. Donc on est tout à fait dans ce que vous disiez. Pour ce qui est de... quelle était la deuxième question? La fractale. La fractale. Alors là, c'est très bien. Vous en avez une, là. En fait, ici, c'est une fractale aléatoire. Si on dessinait les bords de ces objets blancs, en fait, on pourrait arriver à voir que ce sont des objets qui ont une dimension fractale qui n'est ni 1 ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Vous connaissez les dimensions. Les dimensions, une ligne, c'est un objet unidimensionnel. Le plan, c'est un objet deux-dimensionnel, etc. Ce que vous savez peut-être un peu moins, c'est qu'il y a des objets qui ont des dimensions qui sont non entières. C'est justement ce que nous, on appelle par exemple mathématiquement des fractales. Et là, ici, on a des fractales. Alors, elles sont aléatoires, mais on a des fractales et elles ont des dimensions justement qu'on essaye de calculer, etc. Ça fait partie de ces fameuses choses dont je vous disais, une fois qu'on a une transition de phase continue, d'un certain point de vue, l'histoire commence en fait. Et c'est là qu'on peut commencer à essayer de regarder ces objets au point de Curie, essayer de comprendre ce qui se passe. Ça, c'est un exemple typique. On va essayer de comprendre les dimensions fractales, justement des fractales aléatoires que l'on obtient à partir du modèle d'Ising. Merci infiniment à vous, Hugo. Merci à tous pour votre attention, votre participation. Merci à Monsieur le Recteur, merci à Aurélie pour cette invitation. Pour les personnes intéressées, nombreuses j'imagine, de photos dédicacées par Johnny Depp, par Hugo, vous seront proposées à la sortie de la salle. Bel été à vous tous et surtout gardez vous aussi ce feu sacré.